J'ai beaucoup travaillé sur des sites et j'ai vu beaucoup de choses. J'ai travaillé notamment pour des musées, le musée de Berlin notamment, le British Museum. J'ai travaillé pour le Louvre. J'ai travaillé pour certains musées qui sont moins connus, notamment en Turquie. Et quelque part, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de pièces qu'on nous cache. Ou même si on ne nous les cache pas, on ne les diffuse pas parce qu'elles ne vont pas dans le sens des théories établies. Et quelque part, je me suis dit, c'est quand même incroyable qu'il y ait des théories qui soient établies et que ces ou partent, parce que souvent c'est le cas, ou certaines pièces qui ne rentrent pas dans ce cadre-là, soient complètement mis à l'écart, cachées au grand public pour la plupart du temps. L'histoire, pour moi, c'est un petit peu comme un puzzle. Vous voyez, vous avez votre puce devant vous et vous avez des tas de pièces. Alors, elles sont complètement dans le désordre. Et là, il faut les remboîter les unes avec les autres. Si au bout du compte, vous avez quand même un schéma une image au bout du compte qui tient la route, qui veut dire quelque chose, à ce moment-là, vous pouvez dire, je m'approche de la réalité. Maintenant, à l'heure actuelle, moi je suis désolée, mais l'histoire comme on nous la présente dans nos livres scolaires, si vous les prenez les pièces, elles sont carrément dans le désordre. Là, je peux vous dire, c'est n'importe quoi. Certaines preuves, on va dire, certains faits qui sont plus ou moins établis, mais j'apporte toujours des références. Donc à chaque fois, vous allez vous dire peut-être qu'elle exagère, mais vous allez pouvoir voir des références dans ce livre qui émanent du CNRS. Donc je veux dire, je ne l'ai pas inventé. C'est vraiment, j'ai eu la chance d'avoir des collègues du CNRS qui m'ont beaucoup aidé et qui vont apporter des preuves dans le sens que j'avance. C'est vrai qu'en tant que scientifique, c'est très difficile à dire, mais que je pense que quelque part, un pan entier de notre humanité a disparu quelque part dans les limbes de l'oubli. Et je pense que soit il y a eu une civilisation extrêmement avancée qui a été à la source toutes ces choses dont on va parler, ou à l'inverse, que peut-être une civilisation brillante, technologiquement avancée, aurait pu venir des étoiles, c'est-à-dire venir d'une autre planète. On pense qu'Anki, c'est pour être le dieu Ptah, puisque c'est le dieu de la connaissance. Et puis il y a Horus, etc. Donc quelque part, on retrouve un petit peu les mêmes dieux sous une autre forme. Mais même, vous allez, même les Celtes, on va retrouver exactement, finalement, la même chose. Hein. On va retrouver les géants, etc. On va retrouver beaucoup de choses qui sont liées à ça, si vous voulez. Mais maintenant, dire qu'ils ont vraiment existé en tant que tels, c'est difficile à difficile. Bon, je peux pas ni dire oui ni dire non, mais il est certain que il y a eu quelque chose à la base, et notamment un conflit. Toutes les civilisations, quelles qu'elles soient, ont dans leurs mythes, les mythes fondateurs, c'est-à-dire c'est les mythes qui ont fondé notre histoire, hein, on va dire, quelque part, il y a toujours, ça revient sans arrêt que les dieux reviennent des étoiles. Donc quelque part, je me suis dit, on peut pas faire abstraction de tous ces mythes et se dire ça n'a pas existé. Donc j'ai écrit ce livre en disant, peut-être ma propre conviction que il se pourrait bien. Alors je me trompe peut-être, mais je dirais que l'homme pourrait bien avoir été génétiquement modifié.
Je ne sais pas si vous savez, par exemple, les travaux de Zecharia Sitchin ont été censurés pendant très longtemps. Il n'y avait pas moyen de les trouver en France, passé un temps, donc ils ont été censurés. Et quelque part, il y a beaucoup d'organismes, et je vais peut-être me faire des ennemis, mais il est un fait qu'au niveau des religions, ce n'est pas tellement bien vu de dire que quelque part, il pourrait y avoir une manipulation de notre génome humain, et de dire que finalement... quelque part au niveau de la religion, on dérange. Donc en dérangeant tous ces gens-là, quelque part, il est bien possible qu'il y ait eu peut-être des complots, des choses comme ça. Mais il est un fait qu'on comprend très très bien que cette guerre, ça a été quelque part un prétexte. Oui. Il y a eu un prétexte pour arriver en Irak, pour très certainement de toute façon, il y a eu, et il y a toujours, énormément de disparitions, non seulement de tablettes, mais d'objets archéologiques qui ont été brisés, qui ont été emportés, qui ont été achetés par des collectionneurs privés. Ça a été quelque part un petit peu une hémorragie. Et à l'heure actuelle, on essaye vraiment de faire... Mais c'est extrêmement difficile. On sait que l'homme, en tant qu'homme, en tant qu'hominien, l'Homo erectus, Homo ergaster, ont 2,4 millions d'années. Donc c'est énorme, si on comprend bien, parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu d'autres hominiens, mais l'homme en lui-même, parce que d'ailleurs Homo erectus, c'est l'homme debout, à 2,4 millions d'années. Donc ça, on en est sûr. Maintenant, comment il a évolué? Ça, il a évolué tout doucement, donc c'est comme avec, on ne parle pas du chaînon manquant et tout ça, mais c'est vrai que bon, il a évolué. Et puis un beau moment, on va trouver, il y a 200 000 ans, donc c'est beaucoup plus court, va apparaître ce qu'on appelle Homo sapiens. Mais attention, c'est pas Homo sapiens moderne, c'est pas nous. C'est Homo sapiens archaïque ancien, parce que Homo sapiens, il se divise en sous-branches. Donc ça, il y a 200 000 ans. Bon, là, à ce niveau-là, on ressemble un petit peu, c'est vrai que quelque part, l'évolution est passée un peu par là, mais on ressemble encore un petit peu à Homo ergaster, donc tous ces gens-là. 100 000 ans vont passer, et là, on va arriver à vraiment se modifier, et là, on va arriver à ce qu'on appelle l'Homo sapiens archaïque récent. Alors, celui-là, il est un petit peu différent parce que, bon, il s'approche davantage de nous, il y a encore de la marge, il est encore loin d'avoir toutes nos capacités cognitives, par exemple, ou même notre encéphale, il n'y a pas la possibilité du langage encore, donc il y a encore beaucoup de marge. Et puis, il y a 50 000 à 30 000 ans, alors là, on ne peut pas vous donner une... Là, c'est carrément... c'est le bouleversement total. On ne comprend pas comment c'est possible, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun historien qui va vous expliquer, vous dire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors je me suis posé la question, je me suis dit, pourquoi il y a 50 000 ou 30 000 ans, l'homme va complètement changer? C'est-à-dire que là, il va avoir des capacités cognitives importantes, il va maîtriser son environnement, il ne va plus le subir, et là, il va vraiment arriver à faire des... Et on appelle ça, nous, en tant qu'historiens, c'est la révolution néolithique. C'est révolution, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle le Big Bang du cerveau. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, très certainement. Là, on change complètement, on est complètement différent. Mais à cette époque-là, on n'était pas tout seul. Puisqu'il y a une autre race qui s'appelait Néandertal, qui évoluait sur la planète en même temps qu'Homo sapiens. Et il y a des gens qui ont fait des études très fouillées sur cet homme de Néandertal. Et on s'est aperçu que l'homme de Néandertal n'avait pas ni nos capacités cognitives, ni la capacité de langage que nous avons. Donc on s'est rendu compte qu'il manquait un gène. Et ce gène, on l'a retrouvé. Il s'appelle HAR1F, c'est un petit peu... bon, c'est pas terrible, mais enfin bon, on aura trouvé que ça. Et on s'est rendu compte que nous l'avions ce gène, mais Néandertal ne l'avait pas. Et nous avons eu pourtant le même temps d'évolution.
La même chose, exactement, hein, puisqu'il existait. Et Néandertal a disparu et pas nous. Bon, ça, maintenant, pourquoi, on n'en sait rien. Mais chose est sûre, on se rend compte que le laps de temps d'évolution seul ne suffit pas. Il y a eu autre chose. Nous, on a eu ce gène en plus qui a apporté ce Big Bang du cerveau. L'homme de Néandertal, lui, ne l'a pas eu. Et maintenant, pourquoi? Voilà. Maintenant, cette question-là, moi, je me la pose dans mon livre. Si vous voulez, quand Enkidu a un rapport sexuel avec cette courtisane et qu'il va changer complètement, je pense que c'est un rappel ni plus ni moins à cette hybridation. C'est-à-dire que les dieux vont faire de l'homme primitif, quelque part, un homme développé. Et là, à plusieurs reprises, dans l'épopée de Gilgamesh, il est dit, maintenant, Enkidu, tu es comme nous, tu es comme un dieu. C'est-à-dire qu'au moment où il va avoir ce rapport avec cette courtisane, il va devenir comme un dieu. C'est-à-dire qu'il va devenir exactement comme les dieux. Il va avoir la même compréhension, la même intelligence, les mêmes capacités cognitives, la même peau, la même expression. Donc, quelque part, je pense que ce fameux mariage, c'est
je pense, moi, c'est ma conviction. Je ne vous dis pas que j'ai des preuves et que c'est ça, mais je pense que ça pourrait commémorer le tout premier hybride. Alors, pour le situer, ce temple, il se trouve en Anatolie et il a environ 12 000 ans, il est daté de 12 000 ans. Mais disons qu'à l'heure actuelle, il n'y a que 4 enceintes qui soient sorties de terre, hein, et il y a environ 12 enceintes qui sont encore sous terre. Et ces enceintes-là sont bien plus anciennes et elles auraient environ 15 000 ans. Donc c'est un temple extrêmement vieux qui a modifié absolument tous nos schémas de pensée en tant qu'historien. Alors moi, par rapport aux travaux que j'ai menés, moi je serais plus partant, je dis honnêtement, pour une manipulation génétique. Parce que ça s'est fait trop soudainement. Si vous voulez, quand on prend le temple de Göbekli Tepe, c'est absolument incroyable ce temple. Parce que, si vous voulez, il est né de nulle part. Mais vraiment de nulle part. Il est apparu. Et même sur le site, si vous voulez, quand on creuse sur un site, on retrouve toujours, mais toujours, on retrouve des foyers et des ustensiles de vie des ouvriers qui l'ont construit. Or là, ce n'est absolument pas, c'est pas du tout le cas. On n'a rien retrouvé sur le site ni de foyer, ni en ustensiles, rien. Donc, on a retrouvé des couteaux en obsidienne qui ont été taillés plus ou moins. On a retrouvé ça, mais c'est tout. Et ça, c'est déjà hautement improbable. Bon, alors déjà, ça, on ne comprend pas, mais de toute façon, ça reste un mystère. De toute façon, pour les académiciens, c'est ça, c'est un mystère, et puis on n'en parle plus. Et moi, ça m'énerve, parce que je me dis, c'est pas possible, il faudrait peut-être chercher à comprendre. Et donc, il y a eu ça, effectivement. Et puis, d'un autre côté, le fouilleur, à l'heure actuelle, hein, ça s'appelle un fouilleur, c'est un peu bizarre comme nom, mais c'est comme ça, il pense, et je pense que beaucoup d'archéologues le pensent aussi, il aurait fallu au moins 500 ouvriers sur place pour pouvoir construire ce temple. Alors, il faut vous remettre dans le contexte de l'époque. Hein. Dans le contexte de l'époque, 500 personnes sur place pendant des années, c'est matériellement impossible. Pourquoi ? Parce que à cette époque-là, on est le tout début d'une époque qu'on appelle l'époque du Natoufien. C'est-à-dire, c'est une époque de chasseurs-cueilleurs. Et ces chasseurs-cueilleurs ne pouvaient jamais rester plus de 6 mois à un seul endroit, sinon c'était la disette assurée. Parce que comme ils n'avaient pas engrangé de nourriture, ils vivaient que de chasse, de petites cueillettes, etc. Vous imaginez tout un monde, là, 500 personnes au même endroit, mais au bout de 2 mois, ils n'avaient plus rien à becter, les pauvres. Hein, là, c'est clair. Hein. Donc déjà, c'est pas possible. Ces chasseurs-cueilleurs, en plus, faut dire qu'ils avaient quand même un langage, je dirais, il y avait déjà un langage, mais quand même relativement primaire. Donc pour établir un temple de cette ampleur, parce que c'est un temple très important, il faudrait quand même déjà qu'il puisse se propulser dans le futur, pouvoir avoir monté des plans, pouvoir avoir une cohésion du groupe. Alors des chasseurs-cueilleurs qui sont des bandes souvent rivales, qui se baladent d'un coin à l'autre de la planète, il faudrait que les 500 puissent arriver à se connecter entre eux, à se comprendre, parce qu'ils ne parlaient souvent même pas les mêmes langages, à se comprendre, parce que c'est un minimum. Et donc déjà quelque part, ce temple-là, c'est un temple, c'est presque un miracle. Les Sumériens. Les Sumériens, c'est la toute première civilisation qui est apparue sur Terre. Et on ne sait absolument pas rien de son origine. Bon, c'est vrai, on cherche, on se dit, d'où est-ce qu'ils peuvent venir, de l'île de Bahreïn ou ailleurs. À l'heure actuelle, on n'a pas de réponse. Et moi, je pense très sincèrement que cette civilisation, elle n'est pas née de nulle part. Elle n'est pas née comme ça. Il y a eu une proto-civilisation. C'est-à-dire qu'avant l'écriture, hein, donc avant le 4e millénaire avant notre ère. Au 2e millénaire avant Jésus-Christ, très certainement. Hein. Puis de toute façon, il y a eu une coupure, je ne sais pas si vous connaissez la dynastie des rois sumériens, babyloniens, etc. Il y a toute une dynastie, et à un moment donné, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais il y a vraiment une coupure. Et à ce moment-là, il y a un blanc dans l'histoire, et je pense que ça... Et le plus fort, c'est que ça correspond, ce blanc, justement,
à cette période-là, donc à cet impact météorite. Hein, voilà. Donc maintenant, ça reste encore à vérifier parce que ça, c'est tout nouveau dans mes recherches. Donc là, j'ai encore besoin d'aller un petit peu plus loin. Je pense que quelque part, on a une guerre qui a été menée vraiment au tout début des âges, hein, et que cette guerre, on la retrouve dans la Genèse, on la retrouve à plein d'endroits. Alors, à ne pas confondre avec la guerre dont je parle dans mon livre, et qui s'est produite en moins 1700 avant Jésus-Christ, et qui a touché Sodome et Gomorrhe. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est la fin des Anunnaki. Là, on est bien après. Hein. Il y a eu des gens ou des visiteurs, on va dire, ou des extraterrestres, allez, on va dire le mot, hein, qui auraient pu incarner ces gens-là. Oui, moi je pense qu'au tout au début, il y a eu des guerres fratricides, et d'ailleurs ces guerres fratricides, on va les retrouver dans la Bible. Donc les derniers géants de la Bible, c'est ça, hein, c'est la fin des Anunnaki, ni plus ni moins. J'en parle dans mon livre. Hein. Mais il est certain que il y a eu quelque chose à la base, et notamment un conflit. Et ce conflit, on va le retrouver dans la Genèse. Ce conflit, on va le retrouver, si vous voulez, dans la Genèse. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que quelque part, on a un Dieu, hein, et même pas un Dieu, mais il faut se rappeler que c'est Elohim, et Elohim, c'est le pluriel du Dieu, hein, Eloah. Hein, donc, et c'est Dieu, puisque alors, on va le mettre au pluriel, c'est Dieu. Ils ont fabriqué, soi-disant, un homme, une femme. Il y a un serpent qui arrive, là, on ne sait pas trop d'où. Il y a un arbre. Quelque part, tout ça, on va le retrouver à Sumer. Hein.